Bienvenue dans le bilan culture janvier-février qui sort fin mars. Oui, bon, j'étais en voyage, j'avais pas tous mes livres, j'avais pas tous mes trucs pour te faire un bilan culture. On est parti? On est parti. Si tu connais pas le concept de mes bilans culture, ça va faire plus de 2 ans que je l'ai fait maintenant. Tous les 2 mois, je te fais une liste de ce que j'ai lu, vu, écouté, films, séries, livres, podcasts, principalement spectacles parfois aussi. Et je te dis si j'ai aimé ou pas, si je recommande ou pas, etc. etc. On commence par les livres. J'ai presque fini L'éloge de l'amour d'Alain Badiou. C'est un tout petit bouquin mais c'est un essai en fait sur l'amour. Alain Badiou c'est un auteur qui est aussi dramaturge et qui est connu surtout pour ses travaux de philosophie. Et en fait ce petit essai d'une centaine de pages fait comme un état des lieux de comment on traite l'amour dans l'art en ce moment et dans la philosophie et dans la politique, etc. etc. L'importance en fait de l'amour dans tous ces champs de la vie quotidienne et de la vie en société. Et en fait Alain Badiou se positionne en opposition du coup à la tendance plutôt générale des philosophes à dénigrer l'amour ou à le considérer comme quelque chose de purement mécanique et humain. Et pour lui c'est même l'essence même de la philosophie. Bref, c'est très intéressant. C'est plutôt digeste en termes d'écriture, mais j'avoue que moi en ce moment j'avais plus besoin de lecture légère et c'est pour ça que je galère un peu à le finir alors qu'il fait que 100 pages. De la même façon, j'ai commencé La tresse de ma grand-mère d'Alina Bronski des éditions Actes Sud qui en fait m'envoie fréquemment des livres, mais en fait je lis tellement lentement que je n'arrive pas à les intégrer dans mes listes de lecture, etc. Donc c'est le 2e livre qui m'envoie que j'intègre dans un bilan culture alors que j'en ai je pense une dizaine. Alors La tresse de ma grand-mère, c'est un roman qui est écrit du point de vue du petit-fils qui a 6 ans et qui est élevé par sa grand-mère qui est un personnage waouh, sacrément haut en couleur, sacrément difficile, et du coup même si c'est écrit d'une façon très humoristique, sarcastique, avec un petit fond d'humour noir, etc., bah c'est quand même assez lourd pour l'instant. J'en suis à la page 40 et bah encore une fois je cherchais du léger et je me disais au vu de cette écriture un peu acidulée que j'allais peut-être le trouver. Pour l'instant c'est pas ce que j'appellerais léger, ça parle d'être réfugié, ça parle de la guerre, ça parle de conflits de voisinage, ça parle d'antisémitisme, bref. Même si c'est humoristique, c'est pas le truc le plus joyeux. Par contre, je trouve l'écriture vraiment géniale et je suis assez sévère sur les traductions. Ayant moi-même trempé un peu un doigt de pied dans le monde de la traduction, je suis un peu sévère sur les traductions. Et là, je trouve ça très bien traduit. C'est traduit de l'allemand et voilà, je trouve ça plutôt bien traduit, donc ça fait du bien. Merci à Actes Sud pour ce cadeau et j'ai hâte de continuer à le lire. Ensuite, mes lectures du soir pour combattre l'anxiété du sommeil. J'ai lu WhatsApp Bini. En fait, je lis sur mon téléphone des BD sur Instagram et c'est vraiment ça qui m'aide à m'endormir et qui m'aide à me détendre. Et de temps en temps, soit moi, soit mes amis, soit Léo, je m'offre ou on m'offre les albums, vraiment les livres publiés par ces personnes, ces créateurs, créatrices de BD sur Instagram, et c'est généralement des formats carrés comme ça. Et du coup je me suis offert What's Up Bini de Alina Tizoé qui est une BD vraiment très légère, très douce, vraiment trop bien. Dès qu'elle sort une BD sur Insta, mais j'ai trop envie de la lire et je chéris le moment où je la lis, tu vois. Et du coup d'avoir le bouquin ça m'a fait trop du bien et pendant une semaine j'ai lu ça avant de m'endormir et c'était trop cool. Ça m'a changé des Garfield hein, parce que va falloir que j'aille à la médiathèque emprunter des Garfield parce que là ça fait plusieurs mois que je tourne avec les 5 mêmes, ça commence à être un petit peu redondant. Et autre BD que je pensais être une BD détente et qui à partir de la première strate, donc le premier chapitre autobiographique de Pénélope Bagieux, m'a fait chialer comme jamais, je me suis dit je lis pas ça le soir avant de me coucher. Donc Pénélope, tu devrais mettre un petit trigger warning hein, quand même. Donc les strates de Pénélope Bagieux c'est comme des planches autobiographiques qui sont vraiment mélangées dans le sens où il n'y a pas, c'est pas chronologique par rapport à son âge et pourtant c'est très bien rythmé et c'est très bien dosé. Mais tu commences et tu finis en chialant, au milieu tu rigoles, t'es super choqué, enfin ça c'est impressionnant la justesse du ton de Pénélope Bagieux. Vraiment je suis soufflée à chaque fois que je lis des choses d'elle et on est vraiment sur ce format journal intime. Donc comme tu vois le livre il est fait pour avoir l'impression que tu ouvres un de ces carnets de dessin, un de ces journaux intimes, c'est en noir et blanc, c'est fait au crayon, enfin on est sur quelque chose de super intime en fait, dans les récits aussi. J'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, extrêmement relatable, tu vois, tu t'identifies complètement, enfin justement le premier et le dernier, si tu les as lus tu sais de quoi je parle, le chat et la grand-mère, waouh, le niveau auquel je relate, c'est pour ça que je pleurais
comme une madeleine quoi, enfin c'était un truc de fou. Bref, super cool, je le recommande à n'importe qui parce que ça parle pas que de Pénélope Bagieux, ça parle de nous et c'est trop bien. C'est tout pour les livres, ensuite on va parler de séries. Alors déjà j'ai binge-watché Emily in Paris en 2 soirs, un soir je me suis couchée à genre 3h du mat pour le finir. Emily in Paris c'est vraiment une série Netflix junk food, c'est-à-dire tu sais que c'est nul, tu sais que c'est pas bon pour toi mais t'en veux encore et tu veux te goinfrer avec, tu veux t'en empiffrer. C'est vraiment ce que j'ai ressenti où j'étais en mode franchement c'est nul, le scénario est claqué au sol. Les acteurs sont pas hyper bons, le français, la façon dont les Français parlent français dans cette série. Non, c'est un grand non. Non. C'est n'importe quoi, c'est quoi ce faux français là? C'est pour faire croire aux Américains qu'on a un petit ton comme ça tout le temps. Non. Et puis ce truc de on est tous des libertins, patati patata. C'est relou. Genre est-ce qu'on peut passer à autre chose sur les clichés sur les Français quoi ça me rappelle une histoire. C'était ma copine Marion qui m'avait raconté ça. On était en Erasmus à Londres ensemble et une de ses colocs américaines lui avait demandé si quand on ramenait la baguette à la maison de la boulangerie, elle sentait pas trop la transpiration et elle avait pas trop un goût de transpiration parce qu'on la met soi-disant sous l'aisselle avec notre béret. Et donc du coup la baguette elle pue la transpi parce que tu vois. Enfin bref. Mais malgré tout ça je l'ai défoncé. Je me suis couchée à 3h du matin pour finir cette série, donc il y a quand même quelque chose tu vois de l'ordre de l'addictif parce que le cliffhanger est super bien fait en fait. À chaque fin d'épisode t'as envie de savoir ce qui se passe après et moi j'ai complètement accroché. Donc voilà, dans cette saison 2 les ressorts romantiques marchent très bien sur moi, c'est du ressort de la comédie romantique donc moi ça marche trop bien. On est vraiment sur une série McDo en fait et du coup je ne regrette rien, j'ai passé un bon moment mais c'est nul, je ne peux pas mentir. Série du même niveau mais française cette fois, j'ai regardé la saison 2 de Validé parce que mon mec est fan de rap français, fan de rap belge etc. Et donc du coup il voulait absolument regarder la saison 2 de Validé et je me suis dit allez on le regarde ensemble parce que comme ça il sera obligé de regarder une série avec moi derrière. Bah c'était nul et il est d'accord avec moi, c'était vraiment nul. C'est pas parce que c'était sur le rap, moi j'aime bien le milieu du rap, je trouve ça très intéressant socialement, politiquement, j'aime beaucoup ce milieu là. C'est la série qui est nulle, les acteurs sont vraiment pas très bons encore une fois, le seul acteur bon en fait c'est le réalisateur et attention énorme spoiler, si tu veux regarder la série n'écoute pas les 20 prochaines secondes. Le réalisateur c'est le producteur, celui à la casquette dans la série. C'est quand même archi problématique que le réalisateur écrive un scénario où il se tape l'actrice principale qui est une rappeuse hyper stylée etc. Je suis pas d'accord avec ça en fait, enfin c'est bref, ça m'a gêné de ouf quoi. Et pas que moi, Léo aussi ça l'a gêné de ouf, il était en mode ah, c'était vraiment nécessaire de rajouter une histoire d'amour sachant que c'est toi qui as écrit, genre espèce de cochon. Donc vraiment non, et puis c'est pas parce que c'est des rappeurs qu'ils sont pas bons en termes de jeu d'acteur. Les gens qui sont acteurs dans la série et qui sont pas rappeurs, rappeuses sont pas bons non plus. Enfin vraiment je suis vraiment pas fan du tout, j'ai vraiment pas aimé. Le scénario est claqué au sol aussi. C'est vraiment pas ouf. C'est juste stylé parce que tu vois des rappeurs et des rappeuses que tu kiffes rapper. Et voilà parce que l'actrice principale c'est une rappeuse. Voilà ça c'est stylé. Mais en fait c'est stylé sur le papier, c'est stylé quand les rappeurs rappent. Mais non la série elle est vraiment un peu nulle. Tu vas voir que là au niveau série je trouve pas mon bonheur en ce moment. Et c'est dur parce que je suis vraiment une fan de série. J'ai commencé Queer Eye, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de Queer Eye. Et là toujours à chaque fois je suis ravie, je me laisse transporter. Bon j'ai des soucis parce que plus j'avance dans le monde de la vidéo et que voilà je me considère quand même comme créatrice de contenu grâce à une caméra etc. Je vois bien que les scènes elles sont refaites par-ci par-là et du coup ça me perturbe parce que j'ai envie de croire à l'instantanéité, à la spontanéité des émotions qui sont ressenties dans l'épisode. Mais voilà, parfois je capte que ça a été refait, parfois je vois les changements d'angle, que c'est pas possible, qu'il y a forcément une caméra qui a refilmé, que sinon on aurait vu l'autre caméra etc. Ça c'est dur mais à part ça c'est vraiment trop bien. Là l'épisode que j'ai vu c'est le 2e sur Angel, j'ai chialé comme jamais. Oh là 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 là. Ça sent à partir du moment où ça touche à la transidentité et à la façon dont ces personnes sont rejetées par notre société et détestées de partout. Dès que je vois une preuve d'amour et d'acceptation des femmes trans, des hommes trans, ça me réchauffe le cœur et ça me le fend en même temps parce que je me dis que c'est tellement rare, c'est tellement injuste que ce soit tellement rare
de voir des personnes trans aimer inconditionnellement et jamais renier dans leur identité. Queer Eye saison 6, c'est très bien comme d'habitude. Et j'ai commencé Glow. C'est ma mère qui m'a conseillé de regarder Glow. Donc quand ma mère conseille une série Netflix, je me dis oulala, il faut que je vois ça, il faut que je regarde ça. J'ai été tellement déçue. Avec Léo, on a un peu insisté, on a regardé les 4 premiers épisodes et on était en mode mais ça décolle pas. Il y a pas, le rythme ne décolle pas, on s'attache pas, on n'est pas intéressé, même ça nous ennuie un peu. Pourtant le scénario a l'air trop bien. C'est des actrices qui essayent de percer à Hollywood, qui se retrouvent castées dans une série un peu miteuse sur des catcheuses et du coup elles doivent devenir des catcheuses. C'est quand même plutôt stylé comme scénario. Et bah franchement au bout du 4e épisode, rien. Enfin vraiment on n'est pas particulièrement intéressé. Moi j'aime pas les séries qui sont cringe et là c'est super cringe et du cringe pour du cringe non en fait. Du cringe avec un scénario qui est rythmé, ouais pourquoi pas, mais juste du cringe pour du cringe, non je suis pas fan. Donc on a arrêté. Donc tu vois je suis un peu orpheline de séries en ce moment parce que Queer Eye c'est pas un truc qui se suit, c'est des épisodes comme ça. Mais en ce moment ouais je suis un peu perdue en termes de séries. Je me demande si je vais pas juste retourner regarder Jane the Virgin ou Sex and the City ou je sais pas Friends carrément, parce que je me dis mais j'ai plus mes séries tu vois doudou que je regarde pour me sentir bien. C'est dur. Après en termes de films c'est un peu 4 salles 4 ambiances. J'ai regardé 4 films pendant ces 2 derniers mois. Le premier c'est Naïs au pays des loups. C'est un documentaire absolument magnifique sur un père qui emmène sa fille de ses 9 mois à 3 ans chercher des loups dans le Mercantour je crois. Oui je crois que c'est ça. Trop bien. Donc c'est extrêmement romancé encore une fois, mais c'est super beau. Et Naïs c'est une petite fille et tu la vois de 9 mois à 3 ans grandir et c'est, enfin là tu sais qu'il n'y a rien qui est faux, que tout est juste super beau et super sincère. Et donc c'est l'histoire de Naïs et de son papa qui partent à la recherche des loups et qui donc vont les traquer, les observer, les écouter, mettre des caméras etc. Et l'objectif c'est de réussir à les voir en direct parce que les loups se cachent, les loups ont peur des hommes et c'est super beau, c'est vraiment magnifique, je te le recommande si t'arrives à le voir. Il était sur France TV je crois. J'essaierai de te trouver un lien mais je pense que tu sais il y a des périodes où il est disponible et des périodes où non, mais il y a souvent des projections dans des villages et des villes donc je sais pas, mais moi je te recommande vraiment de le voir si t'en entends parler autour de toi. Franchement saute sur l'occasion quoi. Ensuite je me sentais pas bien et Léo m'a dit choisis un Disney pour te sentir mieux, vas-y on regarde un Disney et tout et j'ai regardé dans nos DVD. En fait j'ai pas du tout choisi un Disney, j'ai choisi Ocean's 11 qui est clairement mon feel good movie depuis toujours. Vraiment je le regarde mais depuis que, je sais pas, depuis que j'ai 10 ans je pense, 10 ou 11 ans. Je le regarde pour me sentir mieux et j'aime trop ce film, mon dieu mais je l'aime tellement. Je passe un trop bon moment à chaque fois. Là j'avais pas envie qu'il s'arrête, j'avais envie que ça continue, enfin c'était trop bien. Et je vais essayer de retrouver Ocean's 12, Ocean's 13. J'ai pas regardé Ocean 8 donc je pense que ça peut être cool aussi que je regarde ça. Mais je suis une fan des Oceans et notamment donc Ocean's 11 est juste dingo quoi. Je pense que tout le monde connaît, mais si tu connais pas, c'est un film de braquage avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts et plein d'autres acteurs et actrices très stylés. Acteurs surtout, hein, c'est très masculin. On est dans les années 2000, on peut pas leur en demander trop non plus, n'est-ce pas? Mais vraiment, il a pas mal vieilli, il est trop bien quoi. Ça m'avait tellement dit bien de le voir. Par contre après, j'ai vu Rox et Rookie, que j'avais vu que 2 fois. Parlons de Disney du coup. Waouh, c'est un peu tire-larme pour être tire-larme. Il n'y a pas vraiment de morale derrière parce que je pensais que ça allait être anti-chasse. Et en fait pas vraiment. Je pensais que c'était sur l'amitié et en fait bon oui c'est traité mais pas non plus profondément. C'est plutôt sur... Enfin j'aime pas trop l'idée de la fidélité aveugle que ça représente. Enfin je sais pas, c'est un peu vide de morale je trouve, alors que les Disney sont quand même connus pour ça. Et du coup ça fait que c'est un peu creux. C'est-à-dire que ça n'a pas été remplacé ce vide par d'autres choses. Donc ouais j'ai été un petit peu déçue en le voyant parce que je me disais bah un vieux Disney c'est franchement forcément bien. Bah non, franchement non, c'était pas ouf. Les animations étaient magnifiques, comme à chaque fois les dessins sont trop beaux, mais c'était pas ouf. Et en termes de chialance, on a vu le documentaire H6 qui a été réalisé par Yeye,
qui est un film documentaire qui est dans la sélection du Festival de Cannes 2021 je crois. Et c'est donc un documentaire sur H6 qui est un hôpital à Shanghai et qui est un des hôpitaux qui brasse le plus de monde. Et on suit particulièrement quelques familles. On voit le fonctionnement de l'hôpital en général, mais on suit quelques familles dans leurs soucis où en fait un membre de leur famille est dans les soins intensifs. C'est un film qui a été fait sur 2 mois et il y avait la réalisatrice qui était là, Yeye, c'était passionnant ce qu'elle racontait. C'était vraiment trop bien. Par contre, niveau cœur brisé en 1000 morceaux, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas de voix off, il n'y a aucune explication. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle voulait que les images parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'aussi c'est pour se protéger de la violence de la censure chinoise en fait, parce que tu vois que des choix de santé sont faits pour des raisons financières. C'est-à-dire que si je comprends bien, il n'y a quasiment pas d'assurance et les gens doivent payer les soins de leur poche. Et donc du coup, t'as vraiment des trucs de on lui sauve la vie en empruntant 150 000 $ ou on ne lui sauve pas la vie parce que du coup peut-être qu'il sera handicapé pour toujours et qu'on pourra jamais rembourser. Enfin, c'est horrible et c'est la vérité en fait. Et du coup tu vois à la caméra des moments de vie que tu comprends pas comment il y a pu avoir une caméra devant, enfin qui filme ces moments de vie en fait. C'est d'une puissance absolument bluffant et vraiment moi j'y allais en mode ah ça va parler de médecine chinoise. Ça parle de médecine chinoise pendant 5 minutes, tu vois, mais sinon, mais non. Pour moi, j'en suis ressortie en me disant que j'avais la preuve en image de comment le gouvernement chinois écrase sa population et écrase les individus et les fait suffoquer en fait. Bonne ambiance. Mais ceci dit, je le recommande fois 1000. Enfin vraiment, je t'encourage vivement à aller le voir. Ça ouvre les yeux, vraiment. Et je vais terminer avec 3 podcasts que j'écoute en ce moment pas mal. C'est The Ellen Fisher podcast que je regarde sur YouTube. The School of Greatness de Lewis Howes, je t'en ai déjà parlé, je l'écoute depuis 2 ans. Mais si t'es intéressé par tout ce qui est business, argent, manifestation, vie amoureuse, alimentation, enfin on est vraiment sur... C'est très américain mais moi j'en retire des choses très précieuses pour mon business. Et je suis en train d'écouter LSD, donc la série documentaire de France Culture sur la vie privée, vie publique, parce que le 4e épisode c'est sur les influenceurs et les influenceuses quand la vie privée devient publique. Et du coup j'écoute les 4 parce que c'est trop intéressant. Le premier c'est sur Marie-Antoinette, le deuxième c'est sur Mazarine, la fille de Mitterrand, le 3e j'ai oublié. Enfin voilà, c'est super intéressant, c'est vraiment cool, j'adore LSD, je t'en avais déjà parlé, j'avais écouté celui sur L'(asexualité), la sexualité, c'était vraiment trop bien. Donc voilà, je t'encourage vraiment à aller écouter ce podcast là au minimum. Et puis si t'es intéressé par le business de School of Greatness, et puis si tu connais Ellen Fisher et sa chaîne YouTube, et bah son podcast est pas mal, j'écoute pas tout parce que parfois ça m'énerve, mais pas mal de son contenu est quand même très intéressant. Je dirais que j'écoute 1 sur 2 et c'est super intéressant quand j'écoute. Merci beaucoup d'avoir regardé ce bilan culture jusqu'au bout, il est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner, commenter, activer les notifications, me soutenir sur Tipeee. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Mouah.